Alors, mesdames, messieurs, bien sûr, on continue à parler des réalisations du 30 juin 2013. C'est vrai que cette semaine, on célèbre la révolution du 30 juin 2013. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous au studio son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Ayman Moucharraf, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Merci Alors, à vous. merci d'être avec nous. Alors, Monsieur l'ambassadeur, c'est vrai que cette semaine, on célèbre le 30 juin 2013. Beaucoup a été réalisé dans divers domaines de l'État, mais j'aimerais commencer par la sécurité. C'est vrai que depuis son arrivée au pouvoir en 2014, Monsieur le Président a commencé par la sécurité. Rétablir la sécurité en Égypte, c'était un grand problème. En fait, l'État a déployé beaucoup d'efforts pour pouvoir combattre le terrorisme, mettre fin au terrorisme et rétablir la sécurité dans l'État. Alors, comment vous avez trouvé ces mesures et tout ce qui a été réalisé dans ce domaine? Comment dire, la sécurité, c'était un grand défi de l'État. Il y avait une fluidité de sécurité pendant des années. Il y avait des attentats à la bombe contre les églises, contre plusieurs édifices importants de sécurité, et même les musées, comme le musée de l'art islamique qui a été atteint par une bombe qui l'a détruit. Alors c'était un défi de l'État. L'État a reconstitué le dispositif sécuritaire et elle a fait une guerre, une croisade contre les terroristes qui étaient infiltrés partout dans la société pendant l'année, le règne des Ikhwan. Oui. Il y avait des apparentus étrangers qui sont infiltrés de l'Égypte et qui sont propagés partout et qui ont menacé la vie quotidienne et la vie sécuritaire du citoyen égyptien. C'est pour la première fois dans des décennies que l'Égyptien avait peur. Vraiment, c'était la reine de la terreur. Mais l'État, après la Révolution, a, comme a dit le président, que quand tu es en Égypte, tu ne dois pas avoir peur. C'est vrai. L'Égypte, c'est la terre de la sécurité. Alors, comment dire, après 10 ans, ou plus que 10 ans de ce défi sécuritaire, vous voyez le résultat. C'est un État stable, c'est un État qui est le magnet des touristes qui viennent partout. C'est une réussite totale et une croisade contre les forces, comme on dit, qui est contre la stabilité de l'Égypte. C'est vrai. Alors, comme vous voyez de dire, c'est vrai qu'on a rétabli la sécurité à l'intérieur du pays, mais également sur les frontières. Il y avait un grand effort déployé par l'État concernant toujours ce défi de la sécurité. Et on a pu, après plusieurs mois de problèmes, vraiment sécuriser les frontières de l'Égypte, surtout qu'on a des problèmes sur toutes les frontières presque de notre pays. Alors aussi, un grand effort a été réalisé en ce qui concerne la sécurité des frontières égyptiennes. Comment dire, la géographie encercle l'Égypte. On est encerclé par un arc de crise. On a un problème dans l'État en Libye. Il y a, comment dire, des problèmes internes. Au Soudan, il y a presque une guerre civile. En Palestine, il y a le problème de Gaza qui existe encore et que l'Égypte joue un rôle prépondérant pour essayer d'apaiser et trouver une trêve totale et essayer d'acheminer l'aide au peuple, aux sinistrés dans la bande de Gaza. Alors, par exemple, la Libye, on a plus que 1050 km de frontières avec le Soudan, presque 1000 km. Alors, c'est un effort qui est vraiment difficile, mais on a l'armée égyptienne et les gardes des frontières ont joué un rôle très important à stabiliser et à sécuriser ces grandes superficies de frontières, frontières maritimes et terrestres, qui s'étendent plus que 3000. Et on a limité la plupart des infiltrations. Et il y a beaucoup d'actes terroristes
qui sont venus des pays voisins. Et même l'armée égyptienne en Libye, par exemple, elle a arrêté un terroriste, Hicham el-Ashmawi. On a fait une opération avec l'État libyen et on a arrêté ce terroriste qui a causé plusieurs, qui était, comment dire, qui a causé plusieurs attentats terroristes en Égypte. Ouais. Alors le rôle de la sécurité des frontières a été complètement maîtrisé. Ouais. Alors, une fois la sécurité rétablie, l'État a commencé à la reconstruction du pays. C'est vrai qu'on avait des problèmes dans tous les domaines. Il fallait travailler dans tous les domaines en parallèle, l'économie, l'industrie, la santé, l'éducation. Et je crois que tous les dossiers vraiment ont eu un grand effort de la part de l'État et actuellement, 12 ans après, on peut parler d'un grand progrès dans les différents dossiers. J'aimerais commencer en fait par deux problèmes dont souffrait l'Égypte et je trouve personnellement qu'il fallait vraiment trouver une solution. Tout d'abord, en ce qui concerne la santé, c'était l'hépatite C, l'éradication complète de l'hépatite C, parce que c'était un problème vraiment dont souffraient la plupart ou une grande partie des Égyptiens pendant des années et des années. Et le deuxième point important, c'était les bidonvilles, parce que le pays des pyramides ne devait pas avoir de bidonvilles. Alors on a commencé à construire des villes vraiment humaines, très jolies, très bien organisées pour les Égyptiens. Alors, l'hépatite C, comment vous voyez ce qui a été réalisé dans ce domaine? L'hépatite C, c'était vraiment un grand problème pour l'Égyptien. Et le plus grand, comment dire, rate of hepatitis, il existait en Égypte. Et alors, on a importé des sérums qui a presque éradiqué cette maladie-là, qui était une grande cause de maladie mortelle, qui causait beaucoup de morts en Égypte. Et vraiment maintenant, on a complètement éradiqué l'hépatite, et c'était un grand, comment dire, réussite au niveau mondial même. Et l'expérience égyptienne, maintenant, c'était une expérience pilote pour tous les pays du monde. Et il y a beaucoup de pays qui ont demandé de savoir l'expérience égyptienne pour combattre l'hépatite. En concernant les bidonvilles, c'était une accumulation de trentaine ou de vingtaine d'années qu'il y avait des bidonvilles qui commençaient autour du Caire, sans services sociaux, sans infrastructures. Et c'était, comment dire, parfois il y avait un taux de criminalité qui est très élevé et il n'y avait pas d'éducation ou d'infrastructures propres. Mais le président a relevé ces défis-là. Il a construit des villes pilotes comme l'Asmarat. C'est vrai. C'était, comment dire, une expérience qui est très réussie. Et même je dis, une expérience pilote qu'on peut essayer de reconstituer ces bidonvilles en des villes modernes qui sont capables de respecter l'être humain. Ouais. Alors, quand on parle de reconstruction du pays, bien sûr, il fallait commencer également par l'économie. On avait une économie qui souffrait beaucoup, alors il fallait trouver d'autres moyens pour vraiment avoir des revenus, pour pouvoir faire les projets dont l'État essaye d'établir en Égypte. Alors, l'économie, on a commencé par des mesures assez difficiles, c'est vrai, peut-être assez lourdes pour les Égyptiens, mais qu'il fallait prendre depuis très longtemps et qu'il était temps vraiment de les prendre. Je pense que la première chose que le président a fait, d'éliminer les subventions, qui étaient une perte de ressources. C'est vrai. Il a éliminé les subventions d'une façon équitable. Pas totale, équitable et graduelle. C'est vrai. Pour allévier le fardeau sur le citoyen, et spécialement les subventions de l'énergie qui pesait sur l'économie égyptienne et les subventions d'électricité. Et il a fait, comment dire, une politique
d'essayer d'allévier ce problème-là sur les gens pauvres et les couches de la société qui sont plus sinistrées. C'est-à-dire, il a créé plusieurs prix en mettant un prix équitable de l'électricité ou du gaz. C'est vrai. Et on a classifié des catégories de revenus, pour qu'il y ait plus ou moins pas un grand fardeau sur le citoyen égyptien. Oui, c'est vrai. Alors, vous parlez tout à l'heure de l'énergie. C'est vrai aussi que c'est un domaine où on a réalisé de grands pas, en fait, avec l'énergie verte surtout. L'Égypte a commencé par l'énergie éolienne et également solaire, avec Ben Ben, par exemple, tout ce qui a été réalisé, ce grand projet, ce vraiment projet énorme d'énergie solaire. L'énergie verte, l'Égypte vraiment peut devenir ou aspire à devenir un hub régional pour l'énergie. Vraiment, l'énergie verte, premièrement, je veux dire que le COP 27 a été convenu à Sharm el-Sheikh, et j'étais un des participants, et il avait des résultats qui sont très importants. Et on a mis l'accent de l'importance d'avoir une économie verte et de respecter les règles d'écologie pour les nouveaux projets et d'essayer de créer un plan de nouvelles cités vertes qui limitent l'émission du gaz de carbone, qui limite l'émission des gaz néfastes à la santé. On a essayé de faire un master plan, et l'Égypte, maintenant, elle joue un rôle pilote dans le Moyen-Orient envers le green hydrogen. Oui, c'est vrai. Et on a beaucoup de projets qui ont cette direction-là, et on a aussi des windmills. Oui, les éoliennes, l'énergie éolienne. C'est vrai. C'est une source importante d'énergie qu'on peut exploiter. Et comme tu as dit, le projet de Benban, c'est un des plus grands projets de l'énergie solaire. L'énergie solaire peut être une source qui est très importante et parallèle au pétrole et au gaz. Parce que c'est une source qui est renouvelable, et le climat d'Égypte, c'est un climat exemplaire pour générer l'énergie solaire. C'est vrai. Alors, vous parlez tout à l'heure, en fait, de la COP 27 qui a été accueillie par l'Égypte il y a presque 2 ans à Sharm el-Sheikh. Et ce point aussi est très important parce que ça montre comment on était en 2013 et comment on est parvenu, 10 ans après, en recevant presque le monde entier chez nous, la sécurité. Ce qui nous mène en fait au dossier des relations étrangères. L'Égypte a fait beaucoup d'efforts. Monsieur le Président lui-même est intéressé par ce dossier. Et il a noué des relations avec le monde entier, avec tous les pays du monde. On a maintenant de bonnes relations. C'est vrai que les relations n'étaient pas les meilleures avec l'Afrique. Maintenant, on est très lié à l'Afrique, bien sûr, à travers même des projets et des accords avec l'Europe, avec les pays de l'Asie, avec l'Amérique latine. Alors, en fait, les relations étrangères également étaient un dossier où on a fait beaucoup d'efforts. Les relations étrangères, c'était sur le premier plan du gouvernement. Et dès le président, depuis 2013, il a effectué plusieurs visites bilatérales, et il a participé à toutes les conférences multilatérales en concernant le problème palestinien, les problèmes d'Afrique, les problèmes du manque de ressources comme l'eau, et même, comment dire, l'Égypte a été toujours très présent sur le plan africain. Le président a visité pas seulement les pays du bassin du Nil, mais il a effectué plusieurs visites en Afrique australe et au nord de l'Afrique, et
Et on a maintenant des projets avec l'Est de l'Afrique, et on a érigé un barrage qui est très important, le barrage de Julius Nyerere en Tanzanie. C'est un consortium égyptien de Orascom, Suidi et des Arab Contractors. Ils ont bâti ce grand barrage, un des plus grands barrages en Afrique. Alors la diplomatie égyptienne a eu les premiers plans de promouvoir les relations bilatérales avec les pays africains et les pays arabes. Le président a fait des visites, comment dire, continuelles avec les pays du Golfe et tous les pays arabes pour avoir une convergence de vues sur les problèmes qui menacent la stabilité au Moyen-Orient, comme le problème palestinien, le problème de la Syrie, et la stabilité au Liban, le problème du Soudan, le problème de la Libye. Le Caire a ôté plusieurs conférences avec tous les partis soudanaises et les partis libyennes pour essayer de trouver un consensus politique pour renouer la crise dans ces deux pays et retourner à la vie normale. C'est vrai. Le Caire était toujours le magnet qui attire tous les pays africains et les diplomates pour trouver des solutions aux problèmes régionaux. Et en même temps, on a des relations qui sont très privilégiées avec l'Europe. Le président et le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a fait plusieurs visites dans le cadre multilatéral avec l'Union européenne ou bilatéral avec les pays pour promouvoir les relations économiques et pour attirer l'investissement européen en Égypte, parce qu'on considère que les relations avec l'Europe, c'est une relation qui est ancienne et très importante, et on a besoin de renouer des relations très étroites avec l'Europe, qui est un partenaire très important sur le niveau commercial et sur le niveau des investissements. Les relations avec les États-Unis étaient toujours des relations stratégiques parce que les États-Unis, c'est un pays, une grande puissance, un membre permanent de la sécurité, du Conseil de sécurité, et un joueur très important dans tous les dossiers au Moyen-Orient. Alors, on a eu nos différences, nos convergences et nos divergences, comme n'importe quel pays du monde. Et les relations avec les États-Unis, c'est une relation qui est basée sur le respect, et le bénéfice mutuel entre les deux pays. Oui, c'est vrai. Alors, comme vous venez de dire, en fait, grâce à tout ce que vous venez de décrire, l'Égypte est devenue un acteur important pour toutes les crises de la région. N'importe quel rassemblement international qui concerne un ou autre problème qui concerne le Moyen-Orient ou la région, l'Égypte est toujours invitée. Il y a des appels téléphoniques avec Monsieur le Président tout le temps pour discuter des différentes questions concernant la région. Alors, l'Égypte est maintenant pour le monde entier un acteur principal pour tous les problèmes ou toutes les questions concernant la région. Oui, comme je t'ai dit, l'Égypte est devenu un acteur principal, par exemple, quand le problème palestinien, dès le commencement de la guerre du 7 octobre, l'Égypte et le Qatar et les États-Unis essayent de trouver une trêve permanente et un moyen d'ouvrir des corridors humanitaires pour sauver les sinistrés de la bande de Gaza et trouver une solution permanente et globale pour le problème palestinien basée sur les résolutions 242 et 338. Et on a insisté dans toutes les instances internationales que la seule solution du problème palestinien est avoir deux États.
un État palestinien qui a l'Est de Jérusalem Est comme capitale. comme la capitale de l'État palestinien, et Ouest Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Ouais. Mais l'État israélien est entêté avec ce gouvernement-là qui contient des militaristes à outrance, et que je peux même catégoriser des racistes qui ne veulent pas la paix, et que le continuement de ce gouvernement-là est basé sur la continuation de la guerre. Oui, c'est vrai, malheureusement. Alors, de retour à l'économie, bien sûr, on avait parlé des procédures et des mesures qui ont été prises par l'État en ce qui concerne l'économie, mais il faut dire que l'État a également travaillé en parallèle. Vous venez de parler en fait des efforts diplomatiques qui ont mené à des accords commerciaux importants, des investissements. On a vu surtout ces dernières années un grand nombre d'investisseurs arabo-étrangers qui viennent investir en Égypte, vu l'ambiance ou l'atmosphère qui a été vraiment complètement refaite pour vraiment pouvoir accueillir ces investisseurs étrangers. Le gouvernement a promulgué des lois pour créer un environnement favorable à l'investisseur étranger, spécialement dans la zone du canal, qui est, comment dire, un chantier très important et une force qui peut créer un Singapour parallèle. Et qui peut prémouvoir l'importance du canal du Suez. Alors l'Égypte est devenue une terre fertile pour avoir des investissements sur tout le domaine de l'agriculture, du domaine de la fabrication de l'automobile, les fabrications de high-tech, parce que l'Égypte peut devenir la porte des importations étrangères envers l'Afrique. Notre position géographique nous permet très bien d'être la porte d'importer ou d'exporter envers 50 pays africains ou plus. Ouais. Parmi les efforts déployés également, c'était les routes. Les routes en Égypte ont été complètement refaites. On a vu il y a quelques années, on prenait des heures juste pour partir d'un quartier à l'autre, même à l'intérieur du Caire. Maintenant, on a des routes partout qui relient toute l'Égypte, les gouvernorats. C'est vrai que il y a toujours du travail, il y a toujours de nouveaux projets, mais les routes et les transports aussi, les moyens de transport ont été complètement renouvelés, de nouveaux trains. On a vu le monorail qui va commencer plus tôt, il y a le métro, les nouvelles lignes de métro, alors plein de projets aussi qui concernent les moyens de transport et les routes en Égypte. Moi, je pense qu'il y a une révolution de transport. On voit des projets qui sont très importants, comme le monorail, qui va lier la capitale administrative avec des quartiers qui sont très loin, comme Sheikh Zayed ou comme des autres parties de l'ancien Caire. C'est un projet qui est très prestigieux, où on a ouvert beaucoup de lignes du métro pour relier tous les quartiers du Caire et pour éliminer les bottlenecks qui existent dans les rues du Caire. Comment dire, le Caire, c'est une ville qui a presque 20 millions d'habitants. Et la circulation est devenue complètement saturée. C'est vrai. Alors tous les projets qu'ils ont fait, tunnels, ponts, élargir les highways, tous ces projets-là vraiment ont facilité la vie quotidienne pour les citoyens égyptiens et a réduit la consommation de l'énergie et a réduit le taux des embouteillages et le taux même des accidents mortels. Alors vraiment c'est un point très fort et un grand succès du gouvernement qu'il a vraiment éliminé le problème constant
du trafic. Ouais. Alors ça nous mène aussi à parler en fait de la nouvelle capitale administrative et le fait de transférer en fait tous les ministères et les bâtiments importants, les établissements importants de l'État, ce qui a vraiment allégé aussi le Caire, le vieux Caire et le Caire en général, le centre-ville. Alors comment vous trouvez aussi ce grand projet de la grande capitale administrative? Je pense que c'est un projet génial. Parce que, comme j'ai dit, le Caire est devenu saturé. La plupart des organes gouvernementaux existaient au Caire. La plupart des grandes universités, des grandes banques. Alors, pour créer une nouvelle capitale, c'était un devoir national. Et ils ont choisi la capitale administrative à côté du Grand Caire, pour allévier et créer une nouvelle ville qui va assimiler une population qui peut aller jusqu'à 10 millions. Je pense que ce projet-là a commencé depuis 5 ans et le vrai fruit de ce projet-là va paraître dans plusieurs années qui viennent parce que la capitale vraiment a été planifiée pour une capitale de rêve, comme on dit. Les grandes rues, les grands édifices, une capitale qui est digitale, comme on dit, et puis ils vont essayer d'éliminer tous les défauts que le Caire avait. Alors, il nous reste malheureusement que 2 minutes, mais j'aimerais bien, avant de partir, parler du tourisme, parce que beaucoup a été réalisé aussi dans ce secteur, qui est un des secteurs les plus importants pour l'économie égyptienne. L'Égypte, vraiment le tourisme, c'est une ressource d'or. C'est une ressource qui est renouvelable. Et on a plusieurs genres de tourisme. Tourisme facultatif, tourisme sportif, tourisme et écotourisme, tourisme religieux, et tourisme du désert. L'Égypte, c'est un magnet pour le tourisme. Comment dire, on a les plus grands monuments. Une ville comme Luxor, elle a le 3/4 des monuments dans le monde. Alors on a une richesse, comment dire, étendue. Et on a plusieurs couches de civilisation. On a la civilisation pharaonique, islamique, ottomane, copte, grecque, romain. C'est vrai, très varié. L'Égypte, c'est vraiment le paradis du touriste. Je vous remercie infiniment, Monsieur l'Ambassadeur. Je rappelle Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Ayman Moucharraf, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Je vous remercie infiniment. C'était un plaisir de vous recevoir. Le plaisir, c'est le mien, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est ainsi que nous parvenons au terme de cette édition de Bonjour l'Égypte. Je remercie également notre collègue Elham Hussein qui était avec nous ce matin. Je vous remercie infiniment. Au revoir et à la prochaine fois.